car véritablement, il faut qu'on ait un petit débat. Donc 6 minutes, une idée et demie à la rigueur, 2 idées pour Hervé Lebras, 6 minutes chacun. À toi Bertrand. Oui, je vais m'exprimer d'un point de vue un peu financier et on m'a demandé à 4h30 de vous parler de quelque chose que je ne connais absolument pas, qui sont les transferts financiers dus au flux migratoire. Alors d'abord, quelques faits. Les transferts financiers représentent donc, définition, un transfert d'argent d'un travailleur étranger à son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle. Les transferts financiers en anglais, c'est les remittances, et au XIXe siècle, un remittance man était quelqu'un que son pays d'origine avait exilé à l'étranger, à qui on envoie une pension pour qu'il ne revienne jamais. Alors, l'argent envoyé par les expatriés, les immigrés, sont, le deuxième fait statistique, la deuxième source de financement des pays récipiendaires après les FDI, après les investissements directs, mais avant l'aide internationale au développement. Troisième fait statistique, en 2006, les estimations sur ces transferts financiers des immigrés à leur pays d'origine représentaient, estime-t-on, 300 milliards de dollars. En France, ils représentaient, en 2009, presque 10 milliards de dollars. Et Éric Besson avait pris une mesure d'ailleurs parce que ces transferts financiers s'accompagnaient de commissions bancaires qui étaient extrêmement élevées. Et donc, un accord a été créé entre le ministère de l'Immigration et MoneyGram International pour que le coût de ces transferts devienne moins prohibitif. Donc 10 milliards en France. Quels sont les pays récipiendaires de ces transferts financiers les plus importants? Par ordre d'importance, d'abord l'Inde, qui en 2009 a reçu de sa diaspora indienne 55 milliards. Deuxième pays, la Chine. En 2008, je n'ai pas les chiffres pour 2009, 40 milliards. Les Philippines, le Mexique, la Pologne, le Bangladesh, le Pakistan et le Maroc. Voilà les 10 pays qui sont les premiers récipiendaires de cette aide. J'ai pensé, bien que Jean-Hervé m'ait dit qu'il ne fallait surtout pas, en tout cas, trop parler de crise et de régulation, mais j'ai pensé que je pouvais dire 2 mots sur l'incidence de la crise financière et économique sur ces transferts financiers. Non, si tu en parles aujourd'hui, tu n'en parleras pas la semaine prochaine. Non, alors j'en parle pas aujourd'hui? Non, si. Alors j'en parle pas. Alors simplement pour vous dire que ces transferts ont décliné en 2009 de 6% par rapport à 2008, mais qu'on s'attend à ce qu'ils croissent de 6,2% en 2010 et de 7,1% en 2011. Alors, bon, on peut voir les choses d'un point de vue purement financier, mais on peut aussi généraliser le débat, ce que je voudrais faire rapidement, Marc. Les transferts contribuent au développement économique. Ils insèrent, ces transferts initient l'envoyeur et l'envoyé à des mécanismes financiers et l'insèrent dans l'économie financière. Et d'ailleurs, ces transferts deviennent, de certaine manière, dans la finance institutionnelle, institutionnalisés. C'est-à-dire qu'il est question de titriser les transferts futurs, donc un nouvel actif sous-jacent serait ces transferts financiers des immigrés vers le pays d'origine qui seraient titrisés et qui pourraient être négociés et faire partie de portefeuille d'investisseurs institutionnels. Et deuxième élément où on voit que ces transferts s'inscrivent dans l'économie financière mondiale, c'est qu'ils sont de plus en plus pris en compte par les agences de notation lorsqu'elles ont à noter les dettes souveraines des pays en cours de développement. Autre dernière généralisation, je voudrais parler du cercle des économistes. Vous savez que nous accordons chaque année un prix avec Le Monde du meilleur jeune économiste de moins de 40 ans. Et année après année, on s'aperçoit que les flux d'économistes français qui s'expatrient, et notamment dans les pays anglo-saxons, sont de plus en plus nombreux. Autrement dit, sur les 25 meilleurs dossiers que nous recevons pour accorder le prix et donner quelque chose à dénominer, eh bien sur ces 25 dossiers, vous en avez une quinzaine de Français
qui sont à Berkeley, à Harvard, au MIT, à Chicago, etc., dans les meilleures universités américaines. Je rappelle que les 2 derniers prix qui ont été accordés à des économistes enseignant dans l'université américaine avec cette fameuse John B. Clark Medal, dont on s'aperçoit en regardant la liste que 20 ans plus tard, ces jeunes économistes obtiennent à peu près tous le prix Nobel, a été accordé, les 2 derniers ont été accordés, l'un à Esther Duflo et avant ça à Sfez, qui a eu le prix cette année du... 16, qui est le prix du meilleur jeune économiste décerné par le Cercle au Sénat il y a un mois. Donc on peut se demander s'il y a un brain drain ou un brain gain, autrement dit, quelle est l'incidence économique générale de ces flux migratoires au-delà de ces transferts financiers qu'ils représentent. Eh bien, je mentionnerai 4 points. D'abord, la possibilité de migrer valorise la formation de capital humain. Le retour sur le capital humain formé dans les pays pauvres est en général très supérieur lorsqu'il est utilisé et valorisé à l'étranger, ce qui incite les individus à accumuler cette forme de capital. Deuxièmement, les transferts financiers des migrants, mais en ce qui concerne les économistes qui relèvent de l'enseignement supérieur, ceci n'est pas très important. Troisièmement, il y a une migration circulaire et un retour des migrants qui permettent au capital humain et financier accumulé à l'extérieur de bénéficier au pays d'origine. Et en fin de compte, l'impact de la migration des personnes qualifiées a un impact sur la gouvernance et la corruption. Et j'en finirai là. Je dirais que sans doute que les réformes qui sont en train d'être faites dans l'enseignement supérieur en France, et notamment je pense à la réforme Pécresse, a peut-être pour incitation première ces migrations de cerveaux économiques et autres qui vont enseigner à l'étranger parce qu'ils n'ont pas des conditions de fonctionnement et d'organisation dans l'université française. Donc il y a des très bons côtés à ces migrations. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. On ne va pas parler, on ne va pas ouvrir la discussion maintenant, d'autant qu'on reviendra sur les aspects de financement. On revient véritablement à l'aspect démographie et migration, et c'est donc le trio qui est à ma gauche qui va intervenir. Pierre Decaisse d'abord, avant Hervé Lebras et avant Pierre Jacquet. Pierre, tu as la parole. Bon, je voudrais... Mets ton micro. Je voudrais en quelques minutes mettre l'accent sur l'importance de la dimension historique dès lors qu'il s'agit de démographie et dès lors qu'il s'agit de migration, en m'inspirant d'un cas particulièrement exceptionnel, c'est tout simplement le cas français. Je voudrais rappeler simplement que, dans un premier point, et rapidement, que notre pays est tout à fait exceptionnel en Europe, et même sans doute dans le monde, dans la mesure où c'est un très ancien pays d'immigration et que les modalités de l'intégration réussie en France expliquent que dans notre pays, par rapport à beaucoup d'autres pays européens, les relents de xénophobie, de nationalisme sont souvent beaucoup moins importants et l'intégration relativement réussie par rapport à ces pays. C'est dans cette dimension historique que l'on peut se placer pour le comprendre. En effet, pour des raisons qui tiennent à la lenteur de l'exode rural en France au XIXe siècle, pour des raisons qui tiennent surtout au fait que la transition démographique en France a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec pratiquement un siècle d'avance sur le reste des pays européens. La France s'est trouvée un pays de vieillissement relativement rapide, avec une natalité très faible, et par conséquent, il y a eu une grande importance des migrations. Et c'est exceptionnel en Europe, c'est unique, dans la mesure où, pour se rendre compte des choses, il y a à peu près 60 millions d'Européens au XIXe siècle qui quittent l'Europe pour, en particulier, l'Amérique, bien sûr. Et ce phénomène explique l'essentiel de la façon dont on pense les migrations dans les différents pays. Il faut bien comprendre que les pays qui ont été des pays d'émigration et les pays qui ont été des pays d'immigration ont des mentalités radicalement différentes aujourd'hui encore. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que les flux migratoires, en France comme ailleurs, ont obéi à des cycles économiques et en particulier à des mouvements longs. Et c'est particulièrement net, par exemple, pour la France, qui est un grand pays d'immigration, je le répète. Et si on étudie le 19e et le 20e siècle en fonction de ces cycles, des crises et des périodes d'expansion, on voit qu'il y a une relation très forte
entre les périodes qui sont les périodes d'expansion longue et l'accroissement des migrations et les périodes qui sont au contraire des périodes de dépression et la réduction des migrations. Donc on peut discerner trois périodes majeures. La première période d'intensification des migrations, c'est la période des années 1860-1880. Deuxième période d'expansion longue, c'est la période qui suit la guerre de 14 et les années 20. Et la troisième période, c'est évidemment les 30 glorieuses. Et dans ces trois périodes, on voit l'immigration augmenter fortement. Et bien entendu, pendant les périodes de dépression, les périodes de crise, on voit au contraire se fermer les pays, en particulier la France, et c'est très net, à partir de 1880, puis après, c'est très net dans les années 30, et puis c'est très net aussi à partir des années 1980. Il faut bien comprendre à partir de là deux choses, deux phénomènes qui sont très importants, et qui vont me servir en quelque sorte de conclusion pour faire plaisir à Marc. La première, c'est que sans les phénomènes d'immigration, la France n'aurait pas pu réussir son industrialisation, que l'immigration a été indispensable, y compris dans les 30 glorieuses, alors que des pays comme l'Allemagne ou l'Italie pouvaient compter largement sur les transferts de population intérieure, des phénomènes de réfugiés ou de déplacement de population du sud vers le nord. La France s'est appuyée sur les migrations. Et le deuxième point, et qui est très important aussi, c'est que pendant les périodes de dépression, en revanche, on va avoir une pression à la baisse sur les salaires, on va avoir une tendance à l'augmentation du chômage et par conséquent la montée de tensions, de violence. Et la montée de la violence est particulièrement nette à la fin du 19e siècle d'une part et d'autre part dans les années 30. À la fin du 19e siècle, il y a vraiment des périodes où à différents moments précis, de véritables guerres locales menées contre les immigrés. On peut citer Marseille, on peut citer Lyon, Calais, d'autres régions où les immigrés sont jetés à la mer. Aigues-Mortes, bien entendu, en 1893, les Vêpres de Marseille un peu plus tôt, Lyon, au moment de l'assassinat du président Sadi Carnot, tous les quartiers italiens ont brûlé. Dans les années 30, la montée de la xénophobie et la montée du racisme et de l'antisémitisme ont été extrêmement importants. Mais sous ces phénomènes, il faut bien repérer la pression du chômage. On est donc aujourd'hui dans une situation difficile, et particulièrement du fait de ce que l'Europe connaît simultanément des tendances à un chômage de masse autour de 10%, une stagnation longue des salaires et un vieillissement qui fait qu'à la fois on a besoin des immigrés et à la fois la pression qui tient au chômage et au salaire stagnant rend difficile l'intégration alors que la France avait une tradition longue et une force considérable pour son modèle d'intégration. Bravo Pierre. Bravo. 6 minutes hein. 6 minutes. Et une idée. Oui, même pas, t'es trop gentil. Hervé. Bon, merci beaucoup. Je suis très content d'être dans un milieu d'économistes. Donc, je vais vous proposer 4 quarts d'idées, ça en fera une. La question du... D'abord, vieillissement et migration. Vous savez qu'on a parfois dit que, après tout, l'immigration pouvait être un remède au vieillissement. Et simplement, les Nations Unies ont en 2001 fait un calcul intéressant. Combien faudrait-il de migrants pour maintenir en France et dans d'autres pays développés la proportion des 20-60 ans ou 60 ans et plus constante, un peu au-dessous de 1 sur 3. Il faudrait pour la France 1 150 000 immigrants chaque année. Jeunes. En sol, jeunes. C'est d'ailleurs, j'ai fait un petit article dans la recherche. En plus de ça, ils sont appelés à vieillir eux aussi. Et alors, si on pousse à plus long terme, il faut aller chercher des migrants sur la planète Mars. D'autre part, l'idée, dans le même ordre d'idée, l'idée qu'il y a une fenêtre démographique. On l'entend souvent, c'est-à-dire que dans les pays, particulièrement du sud de la Méditerranée, la natalité est tombée, mais il n'y a pas encore de vieillissement. Donc, il y a un rapport très favorable des jeunes aux vieux. On dit, ben voilà, si on fait la somme des deux, il n'y a qu'à avoir une migration et ça compensera. C'est une idée fausse
parce que le taux d'activité, il ne faut pas comparer les plus de 20 ans, enfin les 20, 60 ans ou 60 ans et plus, il faut comparer les actifs aux inactifs adultes. Or, comme la population active féminine dans les pays du Sud est très faible, en fait, nous sommes dans un rapport plus favorable. Donc l'idée là-dedans est à nouveau une fausse idée. Maintenant, 3 petits problèmes pour les 3 autres cas. Directement sur l'apport à la croissance. Il y a eu des calculs, je crois que Gérard Saint-Paul avait fait une estimation, Borjas aux États-Unis en ont fait, qui donne l'idée que c'est faible, c'est-à-dire que ça augmente de 0,1%, 100 000 migrants de plus en France, ça entraînerait une augmentation de 0,1% du PNB par habitant. Donc ça a l'air très faible. Mais si on le ramène 100 000, c'est pas beaucoup par rapport à 25 millions d'actifs. Si on le ramène par actif, au contraire, l'apport de chacun de ces migrants est très important. Là, je crois qu'il y a une façon de présenter les choses qui peut être ou très optimiste ou très pessimiste. Second élément du coût, qui est actuellement discuté sous plusieurs aspects, c'est un coût inverse, c'est-à-dire le contrôle de la migration coûte très cher à la France. Donc j'ai suivi cela, là aussi j'ai fait un petit papier sur simplement de passer en revue. Alors le Sénat et la Cour des comptes, il y a 2 ans, ont commencé à faire des estimations. C'est assez difficile d'estimer combien coûte une expulsion, parce qu'il faut savoir ce qu'on met dans le coût. Alors, je vous passe les détails, mais la Cour des comptes et le Sénat sont relativement sérieux dans leur rapport et arrivent à un coût par expulsion de 21 000 €. C'est beaucoup. Le groupe de recherche Migrinter, un peu après, arrive à 27 000 € par expulsion. Une tentative plus récente a été faite, et vous allez voir de 2 côtés, par un groupe qui s'appelle Cette France-là, qui a intégré les coûts de contrôle aux frontières, et par Éric Besson, qui n'a pas donné sa méthode. L'estimation de Cette France-là monte à 76 000 € par expulsion, et celle de Éric Besson à 12 000 €. On est d'ailleurs là en face d'un phénomène assez curieux, c'est plus les estimations se multiplient, plus elles divergent, ce qui est plutôt inquiétant, et là je crois qu'il y a du travail pour les économistes. Il s'agit, moi je pense que c'est une question à laquelle on peut à peu près répondre, c'est quel est le coût de cette politique de contrôle, et la comparer à un coût qui est, on accuse parfois à être le coût des immigrés. Alors c'est mon 4e point. J'ai toujours été frappé justement dans ces histoires au fond d'arguments économiques utilisés par des non-économistes qui mettent en avant que les immigrés coûtent cher parce qu'ils sont à l'hôpital, parce que, etc. Or, il me semble qu'en théorie économique, si on les traite sous forme de capital humain, ils représentent un apport tout à fait important, puisqu'on voit arriver dans l'immense majorité des jeunes adultes. Maintenant, c'est des jeunes adultes qui sont formés, donc on n'a pas payé l'éducation et l'élevage, et on n'intègre jamais cet élément dans le calcul. Semble que, et c'est l'idée d'ailleurs actuellement agitée par le groupe du Sopémide à l'OCDE, Jean-Pierre Garçon et Jean-Christophe Dumont, qui est un groupe qui produit sur l'immigration, je pense, les chiffres les plus intéressants. Ils ont décidé de s'attaquer à cette question qui me paraît très importante, y compris pour replacer l'immigration dans un contexte de raisonnement économique et pas dans un contexte passionnel et politique comme on le fait trop souvent. Voilà l'opinion des démographes. C'est une très bonne idée. Bravo aux démographes. Tu n'es pas comme ceux qui t'ont précédé, celui qui va te suivre habitué d'Aix, et tu as malgré ça parfaitement tenu le timing. Et en plus, tes 4 quarts d'idées étaient vraiment intéressants. Pierre Jacquet, toi tu es habitué, tu as la parole pour la fin de cette vidéo. Merci Marc, je ne connaissais pas cette règle en arrivant. Je pensais qu'on avait 60 minutes et pas 6. C'est comme à Aix. Donc je vais réduire le champ de ce que je souhaitais mentionner à la demande générale. Et je vais me concentrer plutôt sur le lien entre migration et développement, plutôt la façon dont on aborde ce lien. Avant ça, je voulais faire une remarque un petit peu naïve, mais pour nous inviter à dépasser les chiffres et à voir les choses un petit peu en perspective. Je trouve personnellement très dérangeant que l'on considère normal que les biens, les services et les capitaux circulent librement et qu'on ait des problèmes avec la circulation des personnes. Et donc je pense qu'au niveau international, je nous inviterai collectivement volontiers davantage d'humanisme
et à revenir à des visions historiquement d'ailleurs plus normales, dans lesquelles le mouvement de personnes est essentiel. C'est une des libertés premières. Et donc je pense que lorsqu'on réfléchit à la gouvernance mondiale, on devrait avoir quand même ça quelque part comme objectif. Évidemment, toute naïveté mise à part, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je pense que c'est une idée importante à garder en tête. Alors sur migration et développement, je voudrais en parler sur trois dimensions. La première, c'est le rôle des migrations internes. On a beaucoup trop tendance à assimiler le terme migration à migration internationale. Or, le mouvement de personnes internes est un des facteurs primordiaux du développement. Il commence avec les besoins d'accroissement de la productivité agricole. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, sur le continent africain en particulier, le continent dans lequel la transition démographique est encore loin d'être achevée, avec donc encore une croissance démographique extrêmement dynamique, une possibilité de doublement de la population par rapport aux chiffres actuels. On pourrait avoir 2 milliards d'habitants sur le continent africain en 2040. Tout ça repose sur des hypothèses de fécondité, bien entendu, mais c'est quand même une dynamique extrêmement importante. Il y a donc besoin d'alimentation, il y a besoin de gérer la pression sur les ressources naturelles, et en ce qui concerne l'alimentation, il y a des besoins fondamentaux de la croissance de la productivité agricole. Ce qui veut dire que le monde rural ne sera probablement pas capable d'absorber les demandeurs d'emploi ruraux. Et donc il faut prévoir les mouvements de personnes, l'exode rural, et c'est un enjeu majeur parce que les villes sont déjà en train de déborder et la capacité d'équiper ces villes en services de base, eau, électricité, assainissement, etc., sans aller même jusqu'à l'organisation de la ville, les transports, etc., dépasse aujourd'hui les moyens non seulement financiers mais en termes d'organisation. Donc là, c'est un premier enjeu majeur qui est de comprendre ce lien entre développement économique et mobilité des personnes. Ça s'est passé comme ça dans tous les pays et je pense que c'est le premier facteur de migration qu'il faut regarder. Deuxièmement, quand on parle de migration internationale aujourd'hui, on pense immédiatement au transfert des migrants. Alors bien évidemment, ces transferts jouent un rôle très, très important. Mais lorsque l'on dit ces transferts sont aujourd'hui plus importants que l'aide au développement, sont donc des financements essentiels du développement, et il faut évidemment regarder comment ils sont utilisés, là je pense qu'il faut rappeler très vite que la finance est fongible, que l'argent est fongible, et que ce qui compte donc, c'est l'équilibre national entre l'épargne et l'investissement. Et que si les transferts financent de la consommation, ce n'est pas nécessairement un problème. D'ailleurs, cet argent est ensuite recyclé et il permet d'améliorer le niveau de vie des familles. En revanche, ce qui compte, c'est le bilan entre épargne et investissement au niveau national. Si l'investissement n'est pas assez dynamique, ce n'est pas parce que les transferts ne le financent pas. Il y a d'autres raisons très fondamentales qui peuvent être soit des raisons de gouvernance et de climat des investissements, comme la Banque mondiale met volontiers l'accent sur cet aspect qui est tout à fait réel, mais il y a un deuxième aspect aussi qui est la circulation de l'information. Nous sommes dans un monde d'information imparfaite. Il n'est pas évident que quand on ne s'intéresse pas à l'Afrique, on repère des projets d'investissement potentiellement rentables. Donc il y a des jeux de fonctionnement de marché qui font que c'est un sujet fondamental, mais ce n'est pas en soi le sujet des transferts. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'intéresser aux transferts. On peut s'y intéresser de deux façons complémentaires. La première, c'est en essayant de diminuer le coût de transfert des ressources des migrants qui souhaitent envoyer de l'argent à leur famille. Et Dieu sait que le contexte concurrentiel n'est probablement pas suffisant pour que ces transferts s'effectuent à bas coût. Et nous travaillons, notamment à l'Agence française de développement, beaucoup sur cette question-là, mais nous ne sommes pas les seuls. La deuxième dimension, c'est de comprendre que les diasporas ont un intérêt très particulier au développement de leur pays et ont accès à des services financiers auxquels les locaux n'ont pas accès. Donc l'un des rôles finalement de cet intérêt pour les transferts des migrants, c'est de comprendre que par les transferts des migrants, on peut donner accès à des populations locales, à des services financiers qui sont développés à l'extérieur. Et ça, c'est une dimension intéressante à creuser qui repose aussi sur l'association des diasporas au développement de leur pays. Il ne faut pas en faire la panacée, mais c'est un sujet de travail certainement plus intéressant que celui qui consistera à dire qu'il faut orienter les transferts des migrants vers la consommation, vers l'investissement. Alors, la troisième dimension que je voulais aborder, c'est brain drain, brain gain, puisque Bertrand l'a brièvement apporté tout à l'heure. Alors, bien évidemment, on met beaucoup l'attention sur la fuite des cerveaux. Dans les études d'économistes qui ont passé du temps à étudier ces questions-là et qui dépassent les intuitions premières, et notamment, je pense à Frédéric Do qui a beaucoup travaillé sur ces questions, ils donnent plusieurs raisons pour lesquelles il est possible que les migrations de capital humain se traduisent par un gain pour le pays émetteur de ce capital humain. Et il identifie cinq canaux. D'abord,
la possibilité de migrer valorise le capital humain et donc crée une incitation à la formation de ce capital humain. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Quand on offre des perspectives aux jeunes qui se forment, y compris la perspective de bouger, eh bien c'est une incitation pour ces jeunes à se former et pour les États à investir dans la formation supérieure. Donc c'est un premier canal qui est intéressant. Un deuxième canal passe par les transferts, puisque, comme je viens de le mentionner, donc je ne m'étends pas davantage. Un troisième canal, c'est la migration circulaire, le fait que les migrants reviennent de temps en temps chez eux. Comme vous savez, ce n'est pas le cas partout, mais c'est un canal à garder également en tête. Un quatrième canal, c'est le fonctionnement des diasporas par le biais des externalités de réseau qui peuvent rendre la migration complémentaire du commerce et de l'investissement. Et puis un dernier canal qui est l'impact de la migration des personnes qualifiées sur la gouvernance et la corruption. Il y a un certain nombre d'études qui tendent à montrer que la possibilité de migrer réduit l'incitation à la corruption et donc est un facteur d'évolution institutionnelle potentiellement favorable. Alors évidemment, ces 5 canaux ne veulent pas dire qu'il n'y a pas fuite des cerveaux. Simplement, ça peut suggérer qu'il y a un taux optimal de migration. Alors je vous rassure tout de suite, Frédéric Dauquier, dans ses études empiriques, trouve qu'en ce qui concerne le continent africain, on est très au-delà de ce seuil optimal de migration. Donc il y a bien fuite nette des cerveaux. Mais je pense intéressant de ne pas raisonner en blanc ou noir sur la fuite des cerveaux et de bien comprendre que ce qui compte dans un pays pour la formation du capital humain, c'est la capacité de valoriser ce capital humain. Si on interdisait au capital humain de sortir du pays, ça irait totalement contre cet objectif de valorisation. Donc voilà quelques éléments de réflexion sur la thématique migration et développement. Je crois qu'on est loin de l'avoir totalement comprise et on repose encore sur des idées très fausses. Par exemple, une idée qui circule et que je voudrais tuer immédiatement, qui est que si on aide les pays à se développer, ça va limiter les flux migratoires. Bien non, dans les premières phases de développement, on donne des revenus, le développement crée des revenus et ça permet aux personnes a priori de migrer plus facilement. Donc on s'attend plutôt à une courbe en cloche qu'à une courbe linéaire dans laquelle le développement s'accompagne d'une baisse de l'incitation à migrer. Donc je crois qu'il faut sortir de cette question-là et revenir à, je pense, ce que je disais en introduction, c'est qu'il est quand même vital de construire un monde dans lequel la liberté de mouvement des personnes sera considérée comme un droit très fondamental. Merci. Pardon, juste peut-être une remarque historique, mais c'est vrai que cette idée que tu viens de... Bon week-end, Bertrand. Cette idée que tu viens d'évoquer et dont tu viens de rappeler qu'elle est quand même très simpliste, c'était l'idée du co-développement des années 81-82, qui était effectivement d'une naïveté absolue, et surtout qu'elle s'appliquait à l'ensemble du monde, aussi bien allant du Mexique jusqu'au Ghana, tout en passant par. Voilà. Catherine de Vanden, vous enchaînez. Oui, merci beaucoup de m'inviter parmi les économistes que je ne suis pas. Et donc je vais axer, puisqu'on a le droit qu'à 6 minutes, et sur un seul thème, sur le thème de la globalisation contradictoire. En fait, cette mondialisation de l'immigration, c'est aussi une globalisation à laquelle on assiste. Elle comporte toute une série de contradictions. Tout d'abord, une contradiction dans l'observation, j'ai amené les cartes, parce que là on pourra peut-être les voir, mais on a à la fois un phénomène de mondialisation des flux. Je rappelle les chiffres, 214 millions de migrants internationaux, 740 millions de migrants internes, donc on est près du milliard de personnes qui sont en situation de mobilité. Pour ce qui est des migrations internationales, elles ont triplé en 40 ans. Pour toute une série de raisons, elles-mêmes globalisées, la possibilité à peu près généralisée dans le monde depuis 1989 d'avoir un passeport, mais aussi dans les pays africains. Également la transformation de pays de départ en pays d'accueil et de transit, c'est un phénomène très important aujourd'hui dans le monde. Les frontières, les statuts des pays s'estompent, c'est-à-dire que les pays sont souvent à la fois pays de départ, pays de transit et pays d'accueil dans bien des régions du monde. Les statuts des migrants aussi sont de plus en plus flous entre le migrant économique, le demandeur d'asile, le manque de regroupement familial qui lui-même accède plus facilement d'ailleurs ainsi au marché du travail que s'il était venu comme primo-demandeur. Toute une série de catégorisations de la migration font partie de cette mondialisation et donc sont de plus en plus floues dans ce phénomène de globalisation. Autre élément également de cette mondialisation, ce qui me paraît contradictoire, c'est que ces migrations sont de plus en plus régionalisées.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une même région du monde, qui n'est pas nécessairement un continent, qui est une sorte de système migratoire complémentaire entre des départs et des arrivées, en fait, il y a plus de gens qui viennent de cette région que de gens qui viennent de l'extérieur. Par exemple, si on prend le continent américain, aujourd'hui, la plupart des migrants sur le continent américain, du nord et du sud, c'est des gens qui viennent du continent américain. Et on pourrait étendre ça à d'autres régions migratoires, le monde russe, la migration sud-sud entre les pays du Golfe et la Méditerranée, etc. Donc ce phénomène de régionalisation est très important, je n'y reviens pas. Autre point, la plupart des grandes organisations internationales considèrent que la migration est un facteur essentiel du développement humain. C'est le titre même du rapport du PNUD de 2009. Et comme j'étais à Bruxelles, ce qui explique que je suis arrivée en retard aujourd'hui pour écouter ce que disait la Commission, elle disait une nouvelle politique d'immigration va devoir être mise en œuvre face aux défis démographiques. Le développement économique et le bien-être social de l'Europe seront liés à la migration. Donc là, on est dans une contradiction totale, notamment pour ce qui est du continent européen, puisque qu'est-ce qu'on voit? La fermeture, la dissuasion, la répression, le coût des contrôles et des reconductions à la frontière. Et un autre élément également très important, c'est que ce phénomène de contradiction permanente donc, introduit une sorte de torsion entre ce que certains appellent une logique économique qui a été développée et les logiques d'État. Aujourd'hui, la plupart des politiques d'immigration, elles ne cherchent pas nécessairement à faire des politiques rationnelles, je ne parle même pas des choix rationnels, mais des politiques relativement rationnelles. Elles cherchent dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays européens, qui ont du mal à s'accepter comme pays d'immigration, ce que l'Europe est devenue en 20 ans, à précisément satisfaire l'opinion publique. Donc là, on est dans une contradiction totale, parce que d'un côté, on ferme, parce qu'on veut satisfaire l'opinion publique, on s'est enlisé dans le sécuritaire, et de l'autre côté, on a un discours d'économie libérale. Donc là, la contradiction est permanente en la matière. Et pour terminer sur cette idée de contradiction, j'insisterai sur le fait que ces tendances qui existent aussi aux États-Unis, qui existent dans d'autres régions migratoires du monde, vont à l'inverse de toute la mobilité qui de facto se développe, donc qui se traduit par un phénomène très important dans le monde de sans-papiers, 11 millions à peu près aux États-Unis, environ 5 millions en Europe, si tant est qu'on puisse les compter, et vers un élément émergent qui est d'ailleurs porté par les Nations Unies, qui sont les forums mondiaux migration et développement, qui existent depuis 2007 et qui ont lieu chaque année dans une région du monde. Cette année, ça va être au Mexique, et qui essaye de porter notamment l'idée que la mobilité et la migration doivent être considérées comme un bien public mondial, que le droit à la mobilité doit être accompagné et que la gestion de ce phénomène doit être gérée non plus seulement par les États d'accueil, ce qui a été le cas depuis presque toujours, mais aussi par toute une série d'autres acteurs, donc dans un phénomène multilatéral, les pays de départ, les grandes organisations internationales, les ONG, les associations, les employeurs, les syndicats, et donc repenser complètement la façon dont on gère les migrations internationales pour essayer de déboucher sur un droit à la mobilité comme droit de l'homme pour le XXIe siècle. Merci beaucoup Catherine. Je me réjouis de la cohérence entre les 4 interventions, 5 interventions. J'espère que ça va continuer. On va essayer de boucler à peu près à 19h. Ça avance un peu la pendule. Donc Lionel Rago, avant Angèle Pinault, et la conclusion sera Françoise Delaine. Merci. Alors moi je vais revenir sur le domaine purement économique et développer les éléments évoqués par Hervé Lebras dans son intervention. Et en me focalisant non pas sur les pays sources, comme vous l'avez fait en termes de développement, mais plutôt sur les pays d'accueil. Donc quel est l'impact de l'immigration, quel est le point de vue des économistes sur l'impact de l'immigration dans les pays d'accueil. Et on va prendre l'exemple de la France, comme vous l'avez pris. Alors je vais essayer de donner les 2-3 éléments principaux qu'il faut retenir de l'ensemble des travaux, en sachant que les phénomènes migratoires
généralement ont été peu étudiés par les économistes en Europe, peut-être à cause du côté passionnel, etc. Et sous l'effet du vieillissement démographique, l'immigration étant devenue peut-être une des solutions, et d'ailleurs on a vu apparaître les termes d'immigration de remplacement. Si la population active diminue, il va falloir la remplacer, et l'immigration était une des solutions. Et le terme d'immigration sélective, donc c'est revenu un thème important, et beaucoup de travaux ont été développés. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de travaux qui avaient été faits dans les pays qui se sont fondés sur les flux migratoires, en particulier les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Et vous avez cité Borjas, qui je crois est, et on peut dire, le père fondateur de toute la littérature que je vais évoquer très rapidement à partir de maintenant. Alors cette littérature économique, qu'est-ce qu'elle nous dit grosso modo? Je vais aller très vite parce que vous avez déjà évoqué le point essentiel. Elle nous dit que finalement il y a un gain net agrégé pour les pays d'accueil lorsqu'on fait venir des immigrés en son sein. Mais que ce gain net, comme vous l'avez dit, il est du second ordre. Hein, il n'est pas très élevé. Vous avez dit, bon, si on augmente de 10% la main-d'œuvre immigrée, on va augmenter de 0,10% le revenu moyen dans le pays d'accueil. Donc le gain net n'est pas très élevé, il y a néanmoins un gain net. Par contre, ce que les économistes ont constaté, c'est qu'il y a des effets redistributifs. Donc tout le monde n'est pas gagnant, il y a des gagnants et il y a des perdants au sein de la population des natifs qui vont dans le pays, qui va recevoir les immigrés. Et c'est simple, pour un économiste, un afflux d'immigrés, c'est un accroissement de la main-d'œuvre dans le pays. Donc c'est un choc d'offres positives sur le marché du travail. Et la plupart des mécanismes vont donc se situer sur le marché du travail. C'est ce point-là que je vais développer, en sachant qu'il y a beaucoup de travaux plus récents qui traitent des impacts sur les finances publiques, qui est un thème très important aussi, qui permet de lever aussi certains des fantasmes qu'on a sur l'immigré qui va venir, enfin on va accueillir toute la misère du monde parce qu'ils veulent bénéficier de notre système de protection sociale. Donc il y a des travaux sérieux qui sont faits aussi là-dessus. Malheureusement on n'a pas le temps, donc je vais me focaliser sur le marché du travail. Alors il y a des perdants, il y a des gagnants, tout simplement pourquoi? On accroît l'offre de travail, on accroît un facteur de production, et généralement, si on accroît ce facteur de production, son prix diminue. Et donc, c'est les salariés qui sont perdants. Et donc, c'est la crainte habituelle qu'on a. Mais oui, mais si on fait venir beaucoup d'immigrés, les salaires vont diminuer. Alors ça, c'est ce que nous dit effectivement la théorie. Et les gagnants, c'est les détenteurs du capital. Parce qu'au contraire, lui, le capital voit sa productivité s'accroître. Donc, je vais faire un peu provocateur, c'est les capitalistes qui en bénéficient, et c'est les travailleurs qui sont perdants de cette histoire. Alors, deuxième élément, mais même au sein des travailleurs, il peut y avoir des gagnants et des perdants. Tous les travailleurs ne sont pas perdants, parce que si vous faites venir essentiellement des immigrés peu qualifiés, eh bien c'est les travailleurs natifs peu qualifiés qui vont voir leur salaire diminuer, alors que les travailleurs complémentaires, c'est-à-dire les hautement qualifiés, vont voir leur salaire, eux, augmenter. Donc, il y a plein de travaux qui sont menés à ce niveau-là. Ça, c'est ce que nous dit la théorie. C'est ce que nous dit la théorie. Et donc, il y a beaucoup de travaux d'économistes qui sont faits pour regarder si, dans les données, dans les faits, on retrouve ces différents éléments. Je voudrais dire deux mots quand même sur les méthodes parce que je pense que c'est assez intéressant. Alors on va faire de l'économétrie, ce qu'aiment bien faire les économistes, en se focalisant sur certains bassins d'emploi. Et les travaux qui ont été menés aux États-Unis et plus récemment en Europe montrent que finalement, oui, on retrouve ce phénomène, une baisse du salaire des natifs, mais que c'est relativement faible. Donc si je prends la même ampleur, 10% d'augmentation des immigrés aux États-Unis sur les bassins d'emploi qui ont été étudiés, c'était une baisse de 0,2 à 0,7% des salaires, ce qui n'est pas énorme. Et surtout, les économistes ont montré, oui, mais vos méthodes économétriques sont sujettes à critique, parce que vous regardez sur un bassin d'emploi, mais s'il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent, et en particulier aux États-Unis où le marché du travail est très mobile, les travailleurs sont très mobiles, donc s'il y a un afflux important avec sa détention sur les salaires, les natifs partiront, etc. Alors, ça a donné lieu à d'autres types d'évaluations, et cette deuxième approche, je la trouve intéressante, c'est de regarder les expériences naturelles, ce qu'on appelle les expériences naturelles. Donc il y a des économistes qui ont regardé l'impact que pouvait avoir un afflux important, instantané, sur une zone bien localisée. Il y a des mouvements... je vais prendre deux exemples. Ça a été l'arrivée de 130 000 exilés cubains à Miami, en Floride, en 1980, instantanément, et de regarder quel a été l'impact sur le marché du travail en Floride. Et ce qu'ont montré les économistes américains, c'est que finalement, ça n'avait pratiquement pas eu d'effet sur les salaires des natifs. Ça avait eu un effet sur les immigrés cubains qui étaient déjà présents, les émigrés cubains, qui étaient là, mais c'est tout simplement dû au fait que ces 130 000 arrivés étaient faiblement qualifiés. Donc c'est un effet de composition, ça a fait baisser le salaire. Le deuxième exemple, travaux faits par des Américains, mais sur
une situation française. Ils ont étudié l'impact qu'avait eu l'installation des rapatriés d'Algérie dans le sud de la France en 1962, parce que là aussi on a eu un afflux massif sur le marché du travail. Et là, bon, les travaux ont montré qu'une augmentation de la proportion de rapatriés de 1% baissait les salaires des natifs de un peu moins de 1%, quelque chose déjà un petit peu plus conséquent. Enfin, troisième type d'approche, et là c'est le débat actuel, hein, donc, les approches économétriques, c'est dans les années 90, c'est Borjas qui a renouvelé l'approche en estimant la fonction de demande, vous avez souligné, et là il trouve des effets beaucoup plus forts. Hein, donc il regarde à l'ensemble des États-Unis, il veut éviter les problèmes si on se concentre sur un bassin d'emploi, et ce que montre Borjas avec son approche qu'on appelle la proportion de facteurs, peu importe, eh bien il a montré deux résultats importants. S'il fait le même type de choc, hein, bon, voilà, si j'augmente de 10% l'offre de travail immigré, il trouve un résultat, on baisse de 3 à 4% les salaires des natifs. Ça commence déjà à être beaucoup plus conséquent. Et avec Friedman et Katz, ils avaient également montré qu'il y a eu un flux important de migration aux États-Unis dans les années 50 jusqu'à 2000 en quelque sorte. Et ce qui caractérisait ce flux migratoire aux États-Unis, c'est que c'était essentiellement des peu qualifiés. Ce qui n'était pas la situation des flux migratoires auparavant aux États-Unis. Et la crainte, c'était que, durant la même période, on a constaté une montée des inégalités salariales. Donc un des grands débats aux États-Unis, c'était de savoir si ces flux migratoires, différents des flux qu'ils avaient connus auparavant, car par des gens peu qualifiés, asiatiques en partie, étaient à l'origine de ça. Et les travaux de Borjas, c'était de dire, bah, écoutez, d'après nos calculs, effectivement, à peu près un tiers de la montée des inégalités salariales entre qualifiés et non qualifiés aux États-Unis peut être expliqué par ce flux migratoire. Donc ça, c'est les travaux de Borjas qui sont récents et qui ont plutôt tendance à dire que, ben oui, ces effets redistributifs sont assez importants. Alors et je terminerai là, vous savez toujours que quand on dit qu'il y a deux économistes, il y a deux points de vue différents. Il n'y a pas vraiment de consensus parce qu'il y a eu des travaux encore plus récents d'Ottaviano et Perry qui ont montré avec une méthode très similaire qu'au contraire, ça n'avait pas d'effet, voire même légèrement positif. Tout dépend de la substituabilité, complémentarité entre travail. Voilà, quelques idées. Merci beaucoup. Angèle Pinault, à ma droite. Pour 4 minutes. Mon approche à moi, ça sera plutôt une approche historico-économique. Donc, le traité de la diaspora chinoise, il existe en Chine une grande tradition d'émigration qui est très ancienne, rassurez-vous, je ne vais pas remonter jusqu'au 1er siècle avant notre ère, mais disons que les premiers départs massifs de ce que les Chinois appellent les Huanxia, les Chinois d'outre-mer, commencent vers le milieu du 19e siècle, essentiellement vers l'Asie du Sud-Est, là où les puissances européennes avaient besoin de main-d'œuvre pour leurs colonies. Ce sont les trois provinces du sud de la Chine, la province de Canton, le Guangdong, le Fujian juste en face de Taïwan et l'île de Hainan, qui vont être les pourvoyeurs essentiels de migrants à cette époque. Cette émigration de nature essentiellement économique, elle va perdurer jusque dans les années 40. Les choses vont changer avec la proclamation de Shinpop en 1949, parce que le nouveau régime va exhorter ses ressortissants à l'étranger à rentrer au pays pour aider à la construction, à l'édification du socialisme. Et très vite, plus personne ne va être autorisé à quitter le territoire, si ce n'est dans des circonstances très encadrées. Par exemple, les étudiants qu'on va envoyer en Union soviétique dans les années 50, ou les travailleurs chinois qu'on va envoyer en Afrique dans les années 60 et dans les années 70. Cette image d'une Chine très fermée va être renforcée pendant la période de la révolution culturelle, et en particulier pendant la période de la révolution culturelle, on va faire un mauvais sort aux Chinois d'outre-mer, à qui on va reprocher précisément leur lien avec l'étranger et souvent leur passé capitaliste. Nonobstant, on sait que des mouvements vers Hong Kong ont été permanents durant toute la période. Hong Kong qui était possession britannique à ce moment-là, qui n'ont pratiquement donc jamais cessé et qu'ils ont été de l'ordre de plusieurs milliers, aussi bizarre que ça puisse paraître, par an. Donc pendant la période maoïste, c'est essentiellement de Taïwan et de Hong Kong que s'en allaient les migrants chinois, ou alors de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire les Chinois ou les fils des Chinois. Il y avait une remigration, des gens qui émigraient une deuxième fois parce qu'ils étaient en but avec les populations autochtones pour certains, ou alors pour des raisons politiques. On se souvient par exemple de l'Indonésie dans les années 60, ou du Vietnam évidemment dans les années 70. Après la mort de Mao et le retour aux affaires de Deng Xiaoping, il va y avoir un revirement complet. Et le gouvernement chinois va chercher à la fois l'appui de ceux qu'il appelle ses concitoyens de Macao, de Taïwan et de Hong Kong, et puis il va également exalter le patriotisme des Chinois à l'étranger. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les zones économiques spéciales sont précisément soit implantées dans des régions qui ont
qui ont donné beaucoup de Huaqiao, ou alors en face de Macao, Hong Kong ou Taïwan. On va également autoriser de rechef les sorties du territoire. Le nombre de passeports privés va considérablement augmenter à partir de 79 et surtout à partir de 86, parce qu'il va y avoir une loi qui va encadrer les sorties et les entrées des citoyens. Et c'est une loi qui permet à tout le monde de sortir dès lors qu'il a au départ une lettre d'invitation et qu'il peut prouver qu'il dispose d'un soutien logistique et financier à l'étranger. Mais de proche en proche, on va arriver à une situation où aujourd'hui, depuis 2005, il suffit d'une carte d'identité pour sortir dès lors qu'on habite une grande ville ou un bourg. Je précise parce que il y a les zones traditionnelles d'émigration, eux c'est très difficile pour eux d'avoir un passeport et aussi conséquemment d'avoir un visa. On se retrouve beaucoup par exemple des gens qui viennent du Guangdong ou du Fujian. Alors la conséquence de ça, c'est que s'est développée une immigration illégale, au moins de ce que les Chinois appellent les têtes de serpent et des deux jaunes. On a donc des mouvements migratoires qui ont repris, alors à la fois des districts traditionnels des migrations, c'est-à-dire le Fujian et le Guangdong, mais également, et c'est ça la particularité, depuis quelques années, des migrants qui viennent des grandes villes, Pékin, Shanghai ou Tianjin, et puis surtout des gens qui viennent d'Hubei. Hubei, c'est une région, le nord-est, c'est une région parfaitement sinistrée, c'était les grandes industries type stalinien qu'on avait dans les années 50 et 60 qui se sont complètement effondrées. Ces gens, la plupart des gens sont au chômage, et en Chine, quand on est dans une usine d'État, être au chômage, c'est pas simplement perdre son travail, c'est perdre également sa protection sociale, c'est perdre son logement, etc. Donc ces gens viennent, cherchent à partir de façon légale. C'est la raison pour laquelle, il y a 30 ans, dans les rues de Paris, enfin à Belleville, quand on croisait les Chinois, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, parce que c'était toujours des gens du Sud, alors qu'aujourd'hui, 9 fois sur 10, je croise quelqu'un qui parle le mandarin. L'évolution quantitative de la diaspora chinoise, évidemment, pour les raisons que je viens d'indiquer, elle est assez difficile à faire. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a entre 35 et 40 millions de personnes. Elle a doublé dans l'espace de 20 ans, et on pense que le doublement est précisément imputable aux gens qui viennent de Chine. Elle est répartie sur les 5 continents, aux 3 quarts en Asie, mais le nombre de Huaqiao qui sont en Asie est proportionnellement de moins en moins important aujourd'hui. Rapidement, les lieux d'implantation privilégiés, c'est les pays du pourtour pacifique, dont certains, comme les États-Unis, ceux qui lisent Wikileaks le savent, et le Canada, sont des lieux anciens de migration. Les pays d'Europe, notamment le sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne. Et puis, à ces destinations se sont ajoutés les pays de l'ancien bloc communiste depuis l'effondrement du mur de Berlin. Et en particulier, il y a beaucoup de migrants chinois qui ont investi l'extrême-orient russe. Il y avait déjà une page de Michel Bakounine, jadis, qui ne parlerait pas de phonologie, M. Yannick Jaune, qui prévoyait déjà ces. Il y en a également en Amérique latine et en Afrique. En Amérique latine, volontiers au Pérou, mais c'est souvent une destination transitoire pour venir après en Espagne. Pour finir, rapporté à la population chinoise du continent, pour avoir des demandeurs, la population représente moins de 3%, et son implantation est inférieure à 1% dans tous les pays, dans la plupart des pays où elle est entrée, avec quelques exceptions. J'en cite qu'un, Singapour, où évidemment la population est bifurcale chinoise. Merci beaucoup. Françoise. Françoise, 2 minutes, j'imagine? Ça marche? Oui, 2 minutes, c'est sûr. Ça marche. Si. Oui, alors en 2 minutes. Il me semble que dans cette relation entre la démographie et la culture, entre l'immigration entre l'immigration et l'économie, s'immiscent les questions culturelles qui sont assez essentielles. Je crois que la relation entre l'immigration et la croissance peut être vertueuse et positive, ou au contraire négative, en fonction aussi de facteurs culturels qui vont être ceux qui vont permettre l'intégration. Alors, ce qui frappe quand on est, comme moi, assez ignorant des questions démographiques, c'est la faible quantité, finalement, ou en tout cas la faible proportion d'immigrants internationaux dans le monde, quand même. Avec, en revanche, une cartographie des flux, qui a déjà été un petit peu évoquée, qui conduit à des concentrations d'immigration par pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Et ces concentrations d'immigration vont faire question, quand elles vont de pair avec la ghettoisation, et s'opposer à la dispersion qui, elle, sera un signal d'intégration et un signal de métissage avec
un effet évidemment positif ou négatif sur l'organisation de l'urbanisation. Alors au point de vue culturel, cela produit deux effets en tension. D'une part, on a des phénomènes d'hybridation culturelle, de métissage voulu ou subi, qui sont produits par l'immigration et qui vont permettre de développer des poches de créativité, d'innovation qui sont intéressantes. Et puis de l'autre côté, des chocs culturels qui sont au contraire des facteurs de frein, de blocage de cette relation vertueuse entre croissance et immigration. Donc on retrouve ça d'ailleurs dans cette tension dans l'interprétation de la place de l'immigration. Tu évoquais, Jean-Hervé, la Coupe du Monde, mais c'est assez frappant de voir la dérive du débat où des joueurs vénérés pour la diversité culturelle qu'ils représentaient sont tout à coup montrés du doigt avec des parallèles sidérants sur le cousinage avec la racaille des banlieues qui est mise en avant pour expliquer leur tendance à avoir des comportements déviants. Donc, alors, pour revenir donc à l'économie dans tout cela, sortir par le haut va relever de la question économique, sortir par le haut donc de cette question des tensions culturelles qui se posent en matière d'immigration. C'est bien entendu la capacité à proposer des emplois, c'est un cliché, ça va de soi, mais en même temps c'est essentiel du point de vue aussi de la socialisation et des possibilités d'intégration, et même de la vision qu'on pourrait avoir un futur dans une société, qu'on pourrait entrer dans l'histoire et dans le roman national qui serait celui du pays dans lequel on est entré. Je suis assez frappée par le fait qu'on continue à parler d'immigrés de première génération, de deuxième génération, de troisième génération. Et on se demande quand est-ce qu'il faut s'arrêter et qu'on devient français tout court et on n'est plus immigré de génération imbriquée en quelque sorte. Voilà, alors si j'ai encore une minute, j'irai vers mon troisième point, en sautant le deuxième. Il me semble que donc le troisième point qui n'a rien à voir avec le premier, c'est la question du paradoxe de la proximité qu'on observe à propos des relations entre pays et justement aussi de l'immigration. C'est un papier qui a été publié notamment par Martin Mayer et Tönning à propos de la mondialisation comme facteur de conflit. Ce qu'ils expliquent et qui me semble extrêmement intéressant, c'est que la mondialisation, la globalisation au sens de l'ouverture au monde et à la diversité du monde, produit de moindres échanges, au moins en proportion, si ce n'est même en absolu, en valeur absolue, avec les pays frontaliers. Et donc du coup, on se retrouve avec des risques de conflit, une moindre compréhension avec ceux qui nous sont le plus proches géographiquement du fait de la perte de ces échanges économiques. C'est quelque chose qu'on peut observer dans beaucoup de pays. On n'a pas besoin d'aller en Afrique pour ça, on le voit même de manière beaucoup plus proche en Europe aujourd'hui. Tout ça pose la question évidemment de la régulation, de la gouvernance mondiale de toutes ces questions culturelles et aussi de commerce des biens culturels, et pas seulement commerce des hommes, avec sans doute des lieux où cette gouvernance est à la fois sans pouvoir et sans moyens. Je pense par exemple à l'UNESCO, qui est l'instance qui promeut la diversité culturelle et les échanges, et qui en même temps est une instance qui est particulièrement dénuée de possibilités d'action réelle. Merci François. Bravo. Bravo. Non, c'était un peu dommage de terminer par une nuance un peu pessimiste dans un concert d'optimisme. Bon, moi, je pense que c'est très passionnant, que on voit bien que le thème est un thème qui aurait été vraiment à creuser. On a en réalité intellectuellement plutôt, on s'est dépollué d'idées simples. Maintenant, il faut un peu approfondir dans les positions plus prospectives et plus imaginatives. La dernière remarque que tu fais, qui est le papier de Meyer et de Tönning, est quand même d'une certaine manière assez inquiétante, parce qu'elle revient à dire qu'on se crée des conflits potentiels avec ceux avec qui on peut avoir un sentiment de conflit. C'est ce qu'on est en train de vivre peut-être en Europe aujourd'hui. Je rajoute un deuxième aspect, c'est que tu as évoqué l'UNESCO, mais espérons que le G20 soit peut-être un peu plus efficace. Alors, ce que je suggère, c'est que la deuxième table ronde, ou la deuxième mi-temps, deuxième table ronde, où on retrouve que des talents et des amis,
acceptent de se poser la question, non pas exclusivement l'affaire des retraites et de l'intergénérationnel, parce que c'est vrai que, alors je sais que ce n'est pas ça qui était prévu, mais on est tous très malades, on réagit en temps réel. Peut-être s'interroger sur le fait de savoir si une société vieillissante, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de la même manière qu'on a des idées polluées ou inimaginatives ou fausses sur les problèmes migratoires, de la même manière, nous avons le sentiment qu'une société vieillissante, c'est une société qui, en réalité, non seulement qui vieillit, merci Pierre, mais qui a beaucoup plus de mal à créer de la richesse et à croître. Donc si on pouvait peut-être évoquer le thème de cette deuxième table ronde, au fond, à travers, certes, les problèmes de conflits ou de difficultés intergénérationnelles, mais également de capacité de croissance, à travers vos positions, je dois dire que ce serait formidable. Donc, Jean-Michel, puis Gilles, puis Henri, puis Daniel, puis Jean-Pierre, puis le cocktail. Combien de temps par tête de queue? Pour qu'il y ait création de richesse, il faut qu'il y ait des créateurs de richesse. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent des initiatives, des gens qui innovent, des gens qui travaillent. Et pour motiver tous ces gens-là, pour qu'ils acceptent donc de faire ces efforts qui vont permettre la création de richesse, encore faut-il qu'il n'ait pas le sentiment que tous les fruits de leurs efforts vont aller pour partie à la génération qui les précède et pour le reste aux générations qui les suivent. Or, la probabilité qu'on se trouve dans une situation de ce type me paraît finalement importante. On a déjà traversé ces dernières années des situations dans lesquelles les tensions sur les partages de revenus étaient très fortes, et je crois qu'elles vont avoir encore tendance à s'accentuer en improvisant complètement, puisque plusieurs d'entre vous ont fait des analyses. Possible. Si vous voulez un emploi dans les banques ou les assurances, sans un BTS, voire un IUT, vous n'obtenez rien. Ce n'est pas parce que votre niveau a baissé, c'est parce que le niveau d'exigence pour des emplois équivalents de ceux de vos parents, eh bien, a beaucoup augmenté. Deuxièmement, je disais, la variance a énormément changé. Alors oui, et là c'est particulièrement inquiétant. Nous avons, et je vais prendre le cas de la France, parce que comme ça tout le monde l'aura là présent à l'esprit, nous avons en France toujours une élite d'étudiants très bien formés, de très haut niveau, bien meilleure que celle des anciens, à l'âge identique, mais ils sont de moins en moins nombreux. Nous en avons encore des très bons, mais nous en avons de moins en moins. La proportion des très bons est moins forte qu'il y a 20 ans. Deuxièmement, la proportion, j'allais dire, du fond de l'amphi est de plus en plus élevée. Autrement dit, le sac s'est un peu abaissé. La proportion des moins bons est de plus en plus forte, et de ce fait, le nombre des moins bons est de plus en plus fort. Or, dans la situation actuelle, eh bien, ce qui a été dit depuis 1h30, c'est qu'au fond, sans formation, avec les moins bons, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire du fond de l'amphi. Et donc, c'est extrêmement angoissant parce que il y a encore 60 ans, le garçon qui ne réussissait pas, bon, il restait au village dans une société agricole et il y avait toujours une botte de foin pour l'accueillir. La fille qui ne réussissait pas, bon, elle se plaçait comme petite bonne ici ou là. Et il y avait encore un métier. Mais maintenant, c'est fini. Les bonnes, il n'y en a plus. Et les bottes de foin, il n'y en a plus non plus. Donc, il faut tout changer et on ne sait pas comment approcher ce type de questions. Par rapport à nos principaux concurrents, alors, le problème est qu'on n'a pas de comparaison internationale vraiment fiable sur le bac, mais on a des comparaisons internationales sur les 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que le niveau
à travers le monde, dans la majorité des pays, même dans la quasi-unanimité, on est en enseignement obligatoire. C'est pour ça que c'est le 15 ans. Bien, on voit bien que la position relative de nos élèves est beaucoup moins bonne qu'il y a 10 ans. On le cache un peu par un effet optique, parce que l'OCDE fait une erreur. L'OCDE cherche évidemment à avoir le maximum de pays pour faire ses comparaisons internationales, mais je ne suis pas sûr que ça nous rende à nous un grand service de nous comparer à la formation des 15 ans au Zimbabwe, parce que ce n'est pas vraiment nos concurrents. C'est plus utile de nous comparer aux Anglais, aux Allemands, aux Américains, aux Espagnols, et là, on perd dans le classement. Évidemment, quand vous regardez les graphiques de l'OCDE, on est un peu noyé, donc ça se voit moins. Mais il y a quand même quelques raisons d'être inquiet. Et une deuxième raison d'être inquiet. Autant je vous disais que pour le bac, on n'a pas de comparaison vraiment sérieuse, autant pour le CM2, on a des comparaisons extrêmement intéressantes parce que l'année dernière, il y a 2 ans, mais les résultats ont été donnés l'année dernière, on a eu l'idée de ressortir les mêmes épreuves que 20 ans avant et de les faire repasser aux gamins, à leurs enfants. Et alors là, il faut mieux s'accrocher. Là, il faut mieux s'accrocher parce qu'effectivement, dans les matières fondamentales qui sont l'orthographe, le français en général, mais l'orthographe en particulier, et ce qu'on appelle maintenant les mathématiques, même en CM2, et qu'on appelait le calcul dans le temps, là, on a du souci à se faire. Le niveau, effectivement, a baissé. Le niveau a baissé, ce qui veut dire que 15 ans plus tard, quand les gamins vont arriver au niveau du bac et au-delà, ça va être un petit peu inquiétant si on ne redresse pas la barre. Deuxième point, on nous dit, pour l'avenir et pour dans 5 ans, il faudrait que 50% de la classe d'âge ait une licence. Oui, pour suivre le mouvement, etc. Et puisqu'il faudrait, il n'y a qu'à, et puisqu'on le souhaite, c'est comme si c'était fait. C'est malheureusement totalement impossible, mais absolument impossible. Démonstration niveau CM2. Il y a à l'heure actuelle 63% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat, qui obtient le bac. Supposons que l'intégralité de cette classe d'âge qui a obtenu le bac poursuive dans l'enseignement post-bac, ce qui est faux. Mais supposons qu'ils le fassent. Ils passent le bac, combien vont se retrouver ensuite en licence? Le taux de succès pour passer de la première année à maintenant la 3e année, on le sait très exactement. Le chiffre faux qui circule, c'est 50% d'échecs dans les DUG, et on a vite fait de faire la comparaison. Ce chiffre est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 50% d'échecs dans les DUG, c'est 50% de réussite en 3 ans dans les DUG. L'autre moitié, un peu moins de 50%, c'est 48%, l'autre moitié, ce n'est pas de l'échec. L'autre moitié, c'est pour partie de la réorientation, pour partie du dégagement sur des formations autres qu'universitaires, et pour partie de l'échec. Et l'échec total, autrement dit, le pourcentage des étudiants qui ressortent de l'enseignement supérieur avec exactement l'état des diplômes avec lequel ils étaient rentrés, c'est-à-dire le bac, ils ressortent pas mal d'années après, mais ils ont toujours le bac et rien que le bac, c'est 17%. Excusez-moi, c'est déjà beaucoup. S'il y a une seule entreprise qui peut se permettre d'avoir 17% de rebut dans sa fabrication, faut mieux vendre les actions. 17%. Donc, de toute façon, on ne peut pas arriver à 50% d'une classe d'âge ayant la licence. Alors, je vous disais, mais en plus, ils ne poursuivent pas tous dans l'enseignement supérieur. Oui, ils ne poursuivent pas tous parce qu'on confond le bac général avec l'ensemble des bacheliers. Vous savez qu'il y a 3 bacs, le bac général, le bac techno et le bac pro. Le bac techno poursuit à un peu plus de 80%, mais le bac pro ne poursuit pas à 80%. En un sens, heureusement, ils ne sont pas faits pour ça.
Ils ne sont pas faits pour ça. La création des bacs pro n'avait pas pour mission de permettre à des gens de passer le bac et de poursuivre dans l'enseignement supérieur. Il avait pour mission de donner une sorte de chapeau, de couronnement, et ensuite de partir dans les professions. Donc, lorsque, et je vais conclure par là, pour tenir dans les délais, lorsque l'enseignement supérieur se réforme, et il ne s'est pas jamais autant réformé que dans les 5 dernières années avec la transition au LMD. Pensez que le LMD, si on avait dit en 2000 que 10 ans plus tard on serait au LMD, tout le monde aurait éclaté de rire. Et maintenant, ça ne fait pas un pli. Donc l'enseignement supérieur s'est complètement réformé, mais il ne peut pas faire abstraction d'une connaissance un peu sérieuse de ce qui se passe dans le secondaire et dans le primaire. On ne peut pas continuer à faire de l'autosatisfaction en se disant qu'on a le meilleur système dans l'enseignement primaire de la Terre, parce que tant qu'à faire, autant y aller complètement. Hein. Il faut effectivement regarder cela de la façon la plus vigoureuse, et les réformes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire sont absolument, absolument indispensables. On a beau essayer de les cacher par tous les moyens possibles et imaginables, et Dieu sait qu'on a de l'imagination, on ne s'en sortira pas. Donc, place aux jeunes, oui, mais dans des conditions très difficiles, si l'on ne réforme pas très sérieusement l'enseignement primaire. L'inconvénient, c'est que la durée, enfin, le temps nécessaire pour que ceci produise ses effets est relativement long. Voilà. Ta dernière phrase est plutôt une bonne nouvelle. Jean-Pierre, on conclut, puis on débat, et puis voilà, on se donne jusqu'à 8 heures. Hein, comme ça, on boit un petit coup à 8 heures. Bon, comme je suis le dernier, je vais essayer de faire dans l'optimisme, parce que je suis pas sûr que... moi, je vais essayer de répondre à la question. Effectivement, est-ce qu'une société vieillissante a un espoir de croissance? Ma réponse est clairement oui. Oui, dans le sens où, en fait, on a... Je vais essayer de développer une idée, de combattre une idée et d'esquisser une liste d'idées qui devrait, en termes algébriques, revenir à votre contrat d'une idée. La première idée que je voulais simplement évoquer, c'est qu'on a des seniors qui sont extrêmement actifs et qui ont un apport, une contribution à la société qui est extraordinaire. Je veux pour preuve donner quelques exemples complètement différents. Un, sur les flux intergénérationnels. Il est clair que nos seniors aujourd'hui ont un apport à leurs ascendants, à leurs descendants, en termes de service à la personne, extraordinairement important. Mais en termes de flux financiers, c'est aussi important. Je vais vous donner qu'un seul chiffre, c'est qu'aujourd'hui, 12% des revenus des 60-75 ans sont dédiés à un flux vers leurs descendants. C'est un chiffre énorme, c'est bien une contribution positive, tout à fait importante. Première chose. Deuxième chose, le statut d'auto-entrepreneur, qui vient d'être créé il y a quelques temps. Aujourd'hui, on constate que près de 20% des auto-entrepreneurs ont plus de 60 ans. Si vous regardez la tranche d'âge moins de 30 ans, c'est 16%. 20%. 20%, si vous prenez la tranche d'âge en dessous de 30 ans, c'est seulement 16%. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique intéressante, et on reviendra sur la notion de conseil, parce que c'est généralement là que le senior s'exprime. Troisième exemple, en termes de bénévolat. On a essayé de chiffrer dans une étude HSBC les heures travaillées en termes de bénévolat dans les associations. On arrive en France à un chiffre d'à peu près 7,5 milliards d'euros. Le même calcul aux États-Unis, c'est 15 milliards d'euros. Vous accepterez avec moi qu'il n'y a sûrement pas un rapport de 1 à 2 entre la population senior en France et celle aux États-Unis, ce qui montre bien une contribution extraordinaire de nos seniors en France en matière de bénévolat. Quatrième exemple, par exemple, sur la notion de conseil, on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent les services de seniors en termes extérieurs pour pouvoir, en particulier en termes d'innovation, apporter les conseils. Et je vous signale d'ailleurs la création en 2003 d'une société américaine qui s'appelle Your Encore, dont le slogan c'est, excusez-moi, je vais retrouver, Accelerating Innovation Through Proven Experience. Et en fait, ce sont des gens qui recrutent uniquement des seniors qui viennent de partir à la retraite pour apporter à des sociétés, toutes petites sociétés, style Procter & Gamble ou Boeing, des capacités en termes d'innovation pour leurs différentes techniques. On voit bien là qu'on a un potentiel de croissance tout à fait important. Donc aujourd'hui, dire que l'image du retraité oisif qui vit aux dépens des générations suivantes est complètement obsolète. On a des actifs qui sont créateurs
de croissance et qui le disent et qui le veulent. Ça, c'était la première idée. Deuxième idée que je veux combattre, c'est l'idée que si on sort les seniors, ça fait de la place pour les juniors. C'est complètement faux. Je confère les travaux d'une admirable sociologue qui s'appelle Anne-Marie Guimard, qui a fait des études en particulier avec son confrère danois, dont j'ai déjà oublié le nom, mais que je vous retrouve tout de suite, qui s'appelle Esping Andersen, et qui a montré effectivement qu'il y avait une corrélation positive entre lorsque vous développez l'emploi des seniors vis-à-vis de l'emploi des juniors. Donc il est clair que, alors qu'on entend encore dans le débat public, sortons les seniors, ça fera de la place pour les juniors, c'est complètement faux. C'est irréel. Il faut absolument, et heureusement on est en train de partir dans ce sens-là, développer l'emploi des seniors pour pouvoir améliorer l'emploi des juniors. L'idée que je voulais développer, c'est qu'une des solutions est sûrement le tutorat. On a aujourd'hui dans certains secteurs un développement du style de bâtiment, un développement du tutorat de manière importante. Le tutorat a beaucoup d'avantages parce que ça permet, la transmission du savoir, des valeurs et de l'histoire de l'entreprise par le senior. Et on sait qu'en termes médicaux, psychologiquement, c'est important, avant la retraite, d'avoir ce système de transmission. C'est un deuxième avantage, c'est que ça permet d'avoir une meilleure intégration des juniors au sein de l'entreprise, et ça c'est important. Troisièmement, c'est une valorisation des seniors, et je pense que là, on en a absolument besoin. Quatrièmement, pour qu'un tutorat fonctionne, il faut, qu'il ait été préparé, c'est-à-dire qu'il faut former les seniors à faire ce tutorat. Deux, pour qu'il soit une réussite, il faut qu'il soit dans les deux sens, c'est-à-dire que le senior apporte un savoir-faire et un encadrement et une meilleure intégration, mais le junior doit apporter sa connaissance des nouvelles technologies, en matière informatique en particulier, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc mon propos c'est, heureusement qu'on a les seniors, et ça va être un phénomène de croissance important. Merci. Bravo pour l'optimisme. Bravo. Je précise que dans les très nombreuses interventions qui ont eu lieu, qui étaient toutes remarquables, Jean-Pierre est le seul qui soit un homme de l'entreprise, puisqu'il est patron de HSBC, Assurance, Europe du Sud. Oh, ben, maintenant, tout. Il n'était pas patron de... Si, par la retraite. Bon, on lance la discussion, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même eu des positions assez vigoureuses. Qui veut prendre la parole? Peut-être que je voudrais signaler qu'André, sors ton bouquin, parce que ton choc... Lequel? Le choc intergénérationnel. Là. Ah, le choc. Oui, tu l'as. De la même manière, je me permets de rappeler que ce livre est remarquable. Il y en a un autre qui s'appelle Le choc. Les générations. Oui, j'en ai aussi un gros vert, là, mais je ne sais pas. Oui. Non, mais là, c'était... Merci. Ça sort vraiment. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Marc, à toi de reprendre le... Mais il y a trop. Oui, qui veut prendre Non, André Masson, bien sûr. Oui, mais moi c'est sur le second sujet, le premier je ne peux pas dire grand-chose. Donc, sur ces histoires de lutte entre générations, les choses qu'il y a eu, déjà, pour répondre un peu à Jean-Michel Chapin, on est tous appelés à devenir vieux un jour, donc on passe par les différents moments. Et à un moment donné, on est en difficulté, mais après, on bénéficie de l'aide des générations qui suivent. Et puis donc, ça c'est la première chose. Donc c'est pas la même chose que la lutte des classes, parce qu'on est appelé à passer par tous ces... Et la deuxième chose qui renvoie à la famille, c'est « Don't shoot ». Pour les vieux, « We are your parents ». Je dirais pas « On est les parents ». Donc ça explique bien les choses de Louis Chauvel, je dirais, moi. Parce que Louis Chauvel, il veut que la famille soit remise à la place. C'est ce qui permet justement la lutte des générations de se développer. Deux choses, si on est vraiment iconoclaste, hein, je fais du Chauvel. Premièrement, je veux plus que les vieux, en fait, il y a des sentiments pour eux, donc c'est les liens familiaux diminuent quand ils ont 85-90 ans, parce que vous disiez, mais quand ils ont 85-90 ans, plus personne ne se préoccupe d'eux, donc on pourrait les mettre au cocotier, c'est justement ce qui sort. Et l'autre aspect, c'est que si les solidarités familiales comptent moins, alors les services des vieux dans les familles, garde des petits-enfants et tout ça, compteront moins, parce que ce sera plus fait par la société et tout. Donc cette idée est simple, c'est que si on diminue la famille, dans certaines positions, alors on résout un peu le problème, parce que les vieux, on en a moins besoin. C'est ça que je voyais. Et sur un dernier aspect, sur les rapports entre générations, ce que disait Henri, Henri disait, mais c'est pas vrai, les jeunes, ils vont pas perdre deux fois, ils vont pas cotiser beaucoup pour rien avoir à faire après. Mais il y a quand même le problème des trois générations là, adultes, hein. Donc les vieux,
les générations du baby-boom et les enfants du baby-boom, Chauvel en gros. Bon. Et l'idée, c'est que pour l'allongement de la durée de vie, de la durée d'activité, j'oublie l'histoire du chômage de masse, mais du point de vue théorique, quand on fait un modèle, il est évident qu'il devrait y avoir une coalition des enfants du baby-boom et des parents du baby-boom contre les baby-boomers. C'est une évidence qui devrait sortir. C'est que les vieux ont intérêt à ce qu'on augmente la durée d'activité parce que ça sécurise leur pension. Les jeunes, de toute façon, ils vont travailler jusqu'à 65-67 ans. Donc pourvu que ce soit le plus tôt possible pour associer déjà les baby-boomers aux cotisations pour les retraites, évidemment, le baby-boomer, mettons moi, dira « Laissez-moi rentrer en retraite, syndrome du portillon, laissez-moi passer, on fera tout après. » Merci André pour cette 12e intervention. Oui. Eh bien, monsieur Bisco, bien sûr, je connais bien votre maison, très belle maison depuis très longtemps d'ailleurs. Vous me dites, la question est la suivante. Je me trouve trop optimiste pour la jeune génération, compte tenu que la matière première augmente terriblement, l'énergie augmente terriblement, d'autant plus que l'Europe se trouve dépourvue de l'énergie, de la matière première. Je ne sais pas comment vous préconisez le taux de croissance que monsieur le professeur a dit, 2,80. Si nous arrivons à 1,5-2%, ça sera extraordinaire. Merci d'avance. Henri, non? Pas de réaction? D'autres questions? D'autres commentaires? Non, mais on peut dire d'accord, c'est une position. Disons, on se résigne à un taux de croissance très faible pour des raisons écologiques, voilà. Mais à ce moment-là, il faut le gérer. Il faut choisir clairement quelle position on a. Soit on a la position, effectivement, il faut faire travailler tout le monde et donc il faut les 2,8% de croissance. Soit on a la position, effectivement, on n'a pas besoin de cette croissance parce que ça pollue, ça utilise de l'énergie et puis on sera plus heureux dans une société frugale, ce qui est un point de vue qu'on peut défendre. Mais à ce moment-là, il faut accepter un taux élevé de redistribution, de cotisation. Simplement, il faut choisir. On peut pas tenir les deux discours en même temps. Peut-être que à court terme, il faut essayer quand même d'impulser la croissance et bien de se dire que on sait qu'on n'ira pas très loin quand même. On peut ajouter que les services à la personne, par exemple, n'ont pas besoin d'énergie et ne posent pas de problème d'environnement particulier. D'autres questions? Hélène? Oui. Bonjour, Hervé Saudet, je travaille à Bayard Presse, je suis dans le département senior de Bayard Presse. On voit des seniors assez souvent dans nos journaux, parce qu'il y en a beaucoup qui nous achètent tous les jours. Ce dont je voudrais témoigner, c'est que les seniors aujourd'hui, on a dit qu'ils étaient dynamiques, c'est vrai, mais attention aux images d'Épinal, ils ne le sont quand même pas tous. Déjà, parmi 22 millions, ils ne sont pas tous les 22 millions de dynamiques. Ce qu'on peut dire en revanche, je trouve que pour la société et pour l'économie, c'est que c'est quand même des amortisseurs affectifs et plus des amortisseurs économiques. Ça a été dit, les 12%, je crois que c'est 16 milliards d'euros de transfert vers leurs enfants. Ils prennent en charge, pour les baby boomers, le coût de la dépendance de leurs parents, c'est ce qui a été déjà évoqué dans d'autres sessions de ce magnifique séminaire. On peut penser que la société française, je m'adresse aux experts qui sont là pour leur poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la société française exploserait socialement s'il n'y avait pas les seniors qui faisaient preuve d'une extraordinaire générosité économique d'une part, et aussi affective? Juste un point à ce sujet-là, c'est eux qui s'occupent de leurs enfants divorcés, de leurs petits-enfants de divorcés. Et il y a des tas de chiffres là-dessus, on voit très bien que le temps passé à s'occuper de leur famille en dessous augmente avec les années. Quant au service à la personne, juste une remarque, attention au mirage du secteur des services à la personne, il est sinistré économiquement, il ne marche pas. Et Hervé veut réagir. Oui, peut-être. Non, parce que cette apologie des transferts intergénérationnels, ces transferts ne sont pas alliés, mais ils sont quand même particulièrement injustes d'une certaine manière, parce que ça dépend de la famille dans laquelle on se trouve. Donc si vous êtes dans une famille riche, bravo les transferts intergénérationnels, mais si vous êtes dans une famille pauvre, qui a eu des vicissitudes, qui a éclaté, il n'y a pas de transfert intergénérationnel sur lequel vous puissiez compter. Il me semble quand même que c'est une fonction de l'État que justement
de remédier aux différences de situation des individus par rapport à leur famille. Juste là-dessus. André? Oui, juste là-dessus, je ne veux pas faire du... Je ne vais pas faire du Chauvel, mais je vais prendre la position de Chauvel pour lancer le débat. Chauvel dirait qu'en France, vous avez un circuit des transferts financiers. Les transferts publics sont ascendants, très fortement ascendants, et les transferts privés, les familles, sont appelés les retours familiaux, sont descendants. Vous direz c'est beau, et d'une certaine position, on pourra dire, dans la position que j'appelle multisolidaire, c'est magnifique, parce que ces transferts descendants créent de la solidarité familiale, c'est magnifique. Mais d'autres gens qui sont plutôt sociodémocrates ou d'égalité citoyenne comme Chauvel vous diront mais c'est horrible. L'État n'a qu'à donner directement aux jeunes, à la limite en prenant aux vieux, et ça sera beaucoup mieux que l'État donne aux jeunes, que l'on passe par ce circuit compliqué des retours familiaux après que le public ait donné beaucoup aux plus âgés. Donc si vous voulez, c'est des croyances différentes, ce que j'appelle des paradigmes différents, qui dépendent donc des priorités qu'on donne à l'État-providence, et aussi du fait que, est-ce qu'on se dit que l'État peut se substituer aisément aux familles et faire beaucoup mieux qu'elles, avec moins de dommages, en particulier moins de dommages inégalitaires, comme dit Hervé, ou si on se dit non, les familles ne peuvent agir qu'avec l'aide de l'État et avec une complémentarité étroite. Et moi je défends le fait que ça, c'est des croyances de base qui ne sont pas démontrables. Merci André. Amir Montclair, je vais faire juste une simple remarque. Quand on clame la croissance, tout le monde fait, même implicitement, c'est toujours un comptatoire. On ne dit pas comment on s'y prend. En admettant qu'on trouve la remède durable, ça prendra beaucoup de temps. En attendant, je suis précis de ce qu'il disait tout à l'heure, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les dépenses publiques, malheureusement, c'est la protection sociale qui constitue une grande partie. Alors c'est tout à fait fâcheux. Il faut regarder la réalité. Ou alors, je refais les miracles. Merci. Bien, je crois que notre débat était court, c'était très riche. Juste une chose. En réalité, la véritable interrogation qui a été posée par Henri quand il évoque le taux de croissance de 2,8, c'est quelle est la nature de la croissance vers laquelle nous allons aller. Si on fait le tour des gens autour de cette table, personne n'imagine un instant qu'on va lutter contre la croissance parce qu'il faut qu'elle soit plus adaptée à l'environnement, etc. Le véritable sujet, c'est quelle est la nature des biens consommés et la nature des processus de production qui permettent de relancer l'activité. Et tu as posé le problème au niveau européen. J'ai juste peur que quand on le pose au niveau européen, c'est un moyen en réalité de ne pas évoquer les sujets tels qu'ils sont. Je voudrais juste dire que c'est l'objet des rencontres économiques d'Aix-en-Provence de la semaine prochaine, qui, je le répète à tous mes camarades, ne porte ni sur la crise qui bassine tout le monde, ni sur l'après-crise, encore plus, ni sur la récession et la situation conjoncturelle, mais quelle est au fond la croissance qu'on peut imaginer pour des pays comme les nôtres ou comme pour les pays émergents. C'est évidemment une inconnue formidable, mais le fait de se poser cette question aujourd'hui est, je trouve, absolument vital, et je me permets respectueusement, amicalement, tendrement, de vous inviter tous à nous retrouver vendredi à Aix, puisque c'est comme ici, c'est ouvert. Après ça, chacun va au restaurant tout seul, mais nous retrouver donc à Aix à partir de vendredi sur ce thème, la croissance future. Il faut la chercher. Le thème d'ailleurs, c'est à la recherche d'une nouvelle croissance pour ceux qui sont bilingues, in search of new growth. Il y a un cocktail. Le cocktail est plus grand.